Si on passe maintenant à l'analyse sismique. Donc, c'est vrai que dans n'importe quel projet, vous avez intérêt toujours de ne pas uniquement introduire les charges statiques, mais aussi les charges sismiques. Et quand je dis statique, donc si on regarde un peu les cas de charges ici et que je bouge un petit peu le curseur ici, vous voyez qu'au niveau du type d'analyse, j'ai un type qui est en fait un type statique linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chargement il est mis très lentement, de sorte à ce que les forces inertielles deviennent négligeables. Et c'est quoi les forces inertielles? Ce sont en fait les forces créées par la dynamique de la masse. En fait, une masse en mouvement qui subit une accélération a une force qui est égale à, donc F égale à ma, on le sait, et que si jamais A égale à 0, l'accélération, alors on va avoir une force qui est nulle. Donc, en fait, ce sont des forces générées par une accélération et non pas par une force que je suis moi-même venir mettre ou générer comme la force de vent puis, ou bien la force due au carrelage, etc. D'accord? Donc, quand on dit ici statique linéaire, linéaire, ça veut dire que c'est proportionnel il y a une proportion entre la force et le déplacement. Ça veut dire que si jamais la force augmente fois 2, on aura un déplacement qui sera aussi multiplié par 2. Si jamais j'ai une force qui sera multipliée par 3, j'aurai aussi un déplacement qui sera multiplié par 3. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on a le F qui est proportionnel au delta, delta étant le déplacement. Donc on a en fait F égale à K delta. Et donc, si le delta augmente, delta étant le déplacement, je vais avoir aussi le F qui va augmenter. Si le F augmente, F étant les forces, je vais avoir la contrainte qui va augmenter. Et donc, si la contrainte augmente, c'est fini. Donc, c'est proportionnel. Pourquoi je dis que c'est le delta qui va affecter la force? Parce que le delta, c'est une variation de déplacement qui est en fait le epsilon. Epsilon étant l'allongement, le raccourcissement, donc c'est la déformation qui est en fait proportionnelle à sigma. Sigma étant la contrainte parce qu'on suit la loi de Hooke en principe lorsqu'on l'adopte, lorsqu'on travaille avec robot. La loi de Hooke qui en fait représente sigma fonction de epsilon. D'accord? Donc c'est la loi de Hooke. Donc si maintenant j'ai besoin de savoir, donc d'introduire un nouveau type d'analyse. Donc là il y a par défaut d'un type d'analyse qui est statique linéaire que moi je suis venu introduire. Si je viens cliquer sur analyse, type d'analyse, vous allez avoir déjà le logiciel. Il sait qu'il a à traiter 6, donc il y a 5 dans ce cas-là, donc 5 cas simples en tant qu'analyse linéaire. Donc on avait déjà introduit le poids propre, les charges permanentes, charges d'exploitation, le vent selon X et le vent selon Y. Donc si je viens cliquer sur nouveau, on a en fait plusieurs méthodes. Donc on a plusieurs méthodes d'analyse. Donc vous avez en fait la première méthode, c'est le type modal. Et vous avez aussi la méthode sismique ou bien la méthode de force latérale équivalente. Donc cette méthode, comme son nom l'indique, c'est une méthode équivalente qui consiste en la génération de forces sismiques à la main. On l'utilise très rarement, on l'utilise plutôt à titre de comparaison, des fois. D'accord? Ensuite, vous avez des analyses qui sont ici éteintes. Donc, c'est une analyse, comme par exemple l'analyse harmonique, et puis analyse harmonique dans le domaine fréquence FRF, donc c'est plutôt avec des transformés de Fourier et autres cas particuliers. Vous avez aussi l'excitation dynamique par mouvement piéton, donc footfall, c'est plutôt une analyse de vibration due aux charges humaines. Et puis, vous avez en fait ces analyses qui sont éteintes ici. Et normalement, ces analyses vont s'ouvrir lorsqu'on va faire une analyse modale. Donc, puisque l'analyse modale elle est en haut, donc c'est elle qui est la principale si vous voulez, et elle ne dépend pas, elle n'a rien à voir avec le séisme. Donc, c'est plutôt utilisé pour les analyses push-over, les analyses harmoniques. Donc, une fois on fera l'analyse modale, ces analyses ici pourront être ouvertes si vous voulez ou bien allumées. Donc, l'analyse modale, elle est à la base de toute analyse dynamique. Donc, elle n'est pas en relation avec le type de sol, ni le coefficient de comportement, ni avec la zone sismique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à faire avec l'analyse sismique. Donc, c'est une analyse au mode propre. Donc, c'est quoi un mode propre? Ça veut dire si j'ai un objet, que ce soit une voiture, un bâtiment, une table, et je soumets cet objet à une vibration, et je dois voir de combien de façons cet objet va vibrer. Donc, il y a plusieurs modes de vibration que cet objet va quand même subir. Donc, ça me donne un peu les caractéristiques de cette structure, les caractéristiques dynamiques. Donc, ça va me permettre
de déterminer un certain nombre de modes propres. Donc, nous, on connaît en principe les caractéristiques statiques, ça veut dire les inerties, le moment statique, ce sont des caractéristiques qui sont indépendantes du chargement. Et c'est pareil pour le cas dynamique, donc c'est pareil, sauf que ce sont des caractéristiques dynamiques. Donc, un mode propre, c'est quoi? C'est une façon de vibrer. Et donc, elle est définie par deux caractéristiques. On a en fait la période T, qui est en fait la période propre du mode. C'est le temps que va prendre la structure pour faire un cycle de vibration complet. Et la deuxième caractéristique, c'est en fait la forme, parce que je suis intéressée à voir comment va tourner, ou bien comment va se déformer mon bâtiment. Et donc, si je viens cliquer sur OK en choisissant en premier l'analyse modale, je vais avoir ici un choix de paramètres à introduire. La question qui se pose est combien de modes introduire? On peut aller jusqu'à une infinité de modes. Mais évidemment, c'est pas logique parce que si on le fait, ça va prendre un temps énorme par le logiciel. Je vais avoir un fichier qui fait une taille, qui a une taille énorme. Donc, évidemment, il y a autant de modes que de degrés de liberté que possède la structure. Parce que, par exemple, chaque poteau, chaque poutre, chaque dalle peut vibrer localement. Ce sont des modes locaux. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des modes globaux qui nous intéressent. Donc, quand j'ai un bâtiment, je ne suis pas intéressé par la vibration locale d'un poteau ou un panneau. Je suis intéressé par la vibration globale. Donc, combien de modes mettre? Donc, je peux pas mettre quand même 1 million de modes parce que ça va prendre un temps fou. Donc, le code me dit, en général, qu'on va devoir rechercher un nombre de modes jusqu'à ce que le coefficient total de participation en masse dépasse 90% de la masse de la structure. Donc, c'est quoi en fait le coefficient total de participation? C'est une façon, si vous voulez, caricaturale de la partie de la structure qui a vibré. Donc, c'est une masse modale. Par exemple, si un poteau et un panneau vibrent seuls dans un bâtiment, ils constituent genre 0,01% de la masse. Donc, ce mode ne m'intéresse pas, c'est un mode local. Donc, il faut faire vibrer une grande partie de la structure. Et donc, un mode propre, il est estimé par importance de ce coefficient de participation en masse de la structure. Je peux avoir un mode qui fait travailler 30% de la structure. Je peux avoir un autre mode qui fait travailler 20%, un autre 10%, un autre 5%. Et donc, on me dit que il faut avoir la somme de ces coefficients de participation de ces modes, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, qui arrive à 90% de la masse totale. C'est ce que je dois avoir. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une convergence. Évidemment, plus le coefficient de participation en masse d'un mode augmente, plus ce mode sera prépondérant et plus j'aurai un mode qui est dangereux. Donc, si j'arrive pas à la convergence, ça veut dire à 90% après 50, 60 modes, et alors là, j'ai un problème numérique, ça va pas. Ça veut dire que ma structure, elle est quand même, il y a un problème de torsion, par exemple, j'arrive pas à atteindre ce coefficient de 90%, ou bien j'ai un problème numérique, il faudra aller voir. Donc, si je mets 100 modes ici, ça va prendre genre un calcul de 4-5 heures, c'est énorme. Donc, le nombre de modes, comment on le détermine? Il dépend en fait du nombre d'étages. Normalement, on met une valeur qui est un petit peu plus grande que le nombre d'étages qu'on a. Si on a par exemple 6-7 étages, on met 10 modes. Si on a 20 étages, on met 30, etc. D'accord? Dans notre cas, on va laisser le numéro, donc le nombre de modes à 10. Et puis après, on peut en tout cas avoir, donc on peut atteindre donc une convergence si vous voulez, lorsqu'on a 20 étages, en 4 modes seulement. Tout dépend de la distribution en masse de l'immeuble. Si c'est un immeuble qui est symétrique, on aura directement la convergence. Et puis je peux aussi avoir un immeuble de 4 étages et avoir besoin de 40 modes avant d'atteindre la convergence. Ou même pas atteindre la convergence. Ça dépend vraiment de la forme du bâtiment et puis de les capacités à la torsion, etc. Donc voilà, c'était une introduction concernant le nombre de modes d'analyse modale pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Là, vous avez donc la tolérance et le nombre d'itérations. Je vous conseille de ne pas toucher à ça. Ce sont des éléments numériques internes au logiciel. Donc ça, vous le laissez tel quel. Et là, on va mettre un nombre de modes qui est égal à 10. Donc c'est une sorte d'approximation. On verra par la suite, on pourra voir par la suite le résultat de la convergence. Pour rappel, on doit à tout prix avoir le coefficient total, d'accord, total
de participation en masse qui dépasse 90% de la masse de la structure. Je dois avoir le coefficient total donc de participation des démotes que je suis venu spécifier ici, par exemple 10. Je dois avoir une somme qui dépasse les 90% lorsque je lance le calcul et que je consulte les résultats. Donc voilà une petite introduction, on continuera dans la leçon suivante. On avait regardé ensemble dans la leçon précédente les paramètres qui sont là. Maintenant, si on passe au niveau de la matrice des masses, on a en fait trois choix. Je vous conseille de considérer le troisième choix, donc concentré sans rotation. Donc en fait, l'analyse modale c'est quoi? C'est-à-dire qu'on résout un système d'équations très classique qu'on appelle donc un système aux valeurs propres. Et puis, on doit résoudre en fait le K delta plus M delta seconde égale à 0. Donc, le K représente la rigidité. Le delta représente les déplacements. Et donc, ce facteur-là, donc cette matrice-là, c'est le F. Donc, je suis en train de résoudre le problème de la vibration propre. C'est-à-dire que c'est un système qui est en train de vibrer par lui-même sans force extérieure. D'accord? Donc, K delta, c'est la force élastique. Et puis, le M delta seconde, c'est l'accélération que sont en train de subir les nœuds de la structure. Donc, on choisit en général, au niveau des choix qu'on a ici, on choisit en général la matrice la plus légère possible, qui est en fait la dernière. Donc là, je vous conseille de garder le choix sur la dernière. Et ce choix considère une masse concentrée. Donc, pour les directions actives de la masse, en général, je suis intéressé par les vibrations selon X et Y. Et en fait, on met aussi le Z. Mais Z n'est pas toujours pris en compte parce que c'est très difficile de converger dans la direction de Z. Par exemple, quand le recode nous précise qu'il a besoin du 90% pour converger, il veut dire par là qu'il considère la direction X et Y seulement. Et en Z, c'est impossible de trouver le 90% parce qu'en Z, la structure est extrêmement rigide. Il faudra bien garder ça en tête. Parce que la rigidité en Z fait intervenir la rigidité en compression des poteaux et des murs. Donc vous avez en fait, si vous regardez un peu les rigidités, donc on a le EI sur L au cube, qui est en fait la rigidité à la flexion, et vous avez la rigidité à la compression, qui est égale à ES sur L. Donc E étant le module de Young, I étant l'inertie, L étant la longueur, E étant le module de Young, S étant la surface, et puis L étant la longueur. Donc un élément donc en barre a plusieurs rigidités. Vous avez la rigidité à la compression, et vous avez la rigidité à la flexion. Donc il est beaucoup plus difficile pour une barre de la comprimer au lieu de la fléchir. Donc prenez l'exemple d'un stylo. Donc c'est beaucoup plus facile de le fléchir que d'appliquer une compression sur le stylo. D'accord? Donc les modes propres selon X et Y sont beaucoup plus faibles à détecter. Donc sont beaucoup plus faibles, plus faciles aussi. Donc sont beaucoup plus vraiment plus simples à détecter. Et puis les modes verticaux dans lesquels la rigidité à la compression intervient sont des modes qui ont des fréquences énormes. Ça veut dire la direction Z, puisqu'ils sont seulement extrêmement rigides et demandent un temps de calcul énorme et pour être détectés. D'accord? Donc là ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que on ne prend pas en compte la direction Z, mais au lieu de ne pas prendre en compte la direction Z, il nous dit qu'il faudra augmenter la masse totale de 10%. Donc pour lui, l'effet suivant Z est une augmentation de 10%. Nous, on va garder maintenant les trois directions cochées pour le moment. Donc principalement dans cette fenêtre, on doit juste changer le nombre de modes à considérer. Là, pour le moment, gardez-les cochés, mais je vous dis en fait qu'est-ce qui se passe selon Z. C'est quand même super difficile de détecter des modes parce que c'est vraiment très très rigide. Normalement, on peut enlever et puis considérer une augmentation de masse qui est augmentée de 10%. Et finalement ici, vous avez l'option de négliger la densité. Donc si on coche ça, ça veut dire que je suis en train de dire à robot de ne pas considérer le poids propre. Densité, c'est uniquement le poids propre. C'est-à-dire, au lieu de mettre négliger la densité ici, on aurait pu mettre négliger le poids propre, tout simplement. Donc je suis en train de lui dire de ne pas considérer le poids propre dans la considération de la masse de la structure. Ce que nous, on veut pas, évidemment. Donc ne jamais cocher cette option qui est là. D'accord? Donc voilà, si on clique sur OK, donc principalement ici, on a juste à changer le paramètre qui est là. D'accord? Principalement.
Et là, vous devez cliquer sur OK. Donc, on avait créé l'analyse modale dans la leçon précédente, mais on n'a pas encore défini qu'est-ce qu'il y a dans la matrice des masses. D'accord? Donc, quand on fait l'analyse modale, on avait dit qu'il va falloir chercher donc, les périodes propres. Et puis, les périodes propres sont donc proportionnelles à radical de m sur k. M étant les masses et K étant la rigidité. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la masse. Donc, pour savoir, pour dire au logiciel qu'est-ce qu'il y a dans la masse, donc on va devoir revenir au modèle. Et là, on va cliquer sur masse. Donc, on va dans les 3 points qui sont là pour expliquer au logiciel que lors du séisme, qu'est-ce qu'il y a dans cette structure, quels sont les cas de charge que je vais devoir convertir en masse. Donc, on ne convertit pas évidemment le vent parce que ce n'est pas une masse. On peut convertir le 1, le 2 ou le 3. Le 1, on ne le prend pas en compte parce que si on va le prendre en compte, ça veut dire qu'il va se compter 2 fois. Parce que rappelez-vous que il y avait une option de cocher ou non le fait de négliger la densité. Et nous, on ne l'a pas coché. Ça veut dire que le poids propre est pris en compte déjà. Pas besoin de venir le considérer encore une fois. Donc, le 1, on ne va pas le faire. Le 2, les charges permanentes, oui, on va les prendre. Donc, on doit les prendre. Donc, ça va être donc un cas qui doit être converti en masse. Donc, je le fais monter avec les doubles flèches. Je clique sur fermer. Il est venu ici. Je garde le coefficient 1. Donc, je vais prendre 100% des charges permanentes. 100% du poids propre déjà pris en compte. Et puis, je vais cliquer sur ajouter. Vous allez avoir le cas donc, de charge qui a été converti en masse. Selon donc Z évidemment, le coefficient c'est 1 et puis les directions c'est X, Y et Z. Les 3 directions on avait considérées. Je reviens cliquer sur les 3 points. On continue. On doit aussi considérer les charges d'exploitation évidemment. Mais dans le cas des bâtiments résidentiels, les Eurocodes me disent qu'on peut venir considérer 20% des charges d'exploitation parce qu'ils considèrent que voilà, lors du séisme, il y a 20% par exemple des personnes qui sont dans le bâtiment. Mais évidemment, si vous avez un autre cas de bâtiment, par exemple un bâtiment de stockage, vous n'avez pas le droit de prendre 20%, c'est un autre coefficient. Donc tout se trouve dans le code. Donc je vais cliquer sur les 2 points. C'est le 3 maintenant qui est là. Je clique sur fermer. Le 3 est là. Le coefficient, je prends le 0,2 parce que je vais prendre le 20% et je clique sur ajouter. Et voilà en fait le cas qui a été mis ici. C'est le cas 3 qui a été converti en masse. Direction Z. Coefficient 0,2 et puis selon la direction X, Y et Z. Donc au total, ce qu'on est en train de faire, on considère 100% du poids propre, 100% des charges permanentes et puis 20% des charges d'exploitation. C'est en fait la masse dynamique selon laquelle on va calculer les modes propres et plus tard les efforts sismiques. Donc il va me dessiner la période de chaque mode. L'analyse modale, c'est en fait une étape intermédiaire. J'aurai besoin de retrouver les modes propres parce que l'analyse sismique, qu'on appelle aussi l'analyse spectrale, est basée sur ce qu'on appelle le spectre de réponse, qu'on va voir dans la prochaine leçon. On a vu dans la leçon précédente comment venir convertir des cas de charge en masse. Maintenant, si on revient ici et on reclique sur nouveau, vous allez voir en fait que tous les types d'analyses qui étaient donc fermés avant sont maintenant ouverts. Donc pourquoi? Parce que normalement, on n'a pas le droit de faire une analyse sismique que si l'analyse modale est lancée. C'est la raison pour laquelle elle est maintenant ouverte. Donc, si je viens expliquer un peu ce qui se passe en termes d'analyse sismique. Ce qu'on obtient, nous, au niveau d'analyse modale, donc si je viens dire ici analyse modale, donc imaginons que nous, on va sortir les modes, on avait dit, et chaque mode a 2 caractéristiques. La période et la forme. Donc T1, T2, T3, donc ça c'est un T2, voilà. Imaginons que pour le premier mode, on avait obtenu par exemple une période de 0,25 secondes. Pour la deuxième période, 0,8 par exemple. Pour la troisième période, 1,25, etc. Donc, je ne vais pas tout mettre ici, je vous mets des exemples. Et puis nous, ce qui va se passer, on va reprendre cette période-là et aller voir ce qui se passe en termes d'accélération sur le spectre sismique. Donc, c'est quoi un spectre sismique? C'est une courbe qui représente l'accélération en fonction de la période. Donc, en fait, c'est un spectre qui dépend du type de sol et de la zone sismique.
Donc, c'est une accélération en fonction de la période. Il y a en fait deux méthodes d'analyse sismique. Il y a la méthode temporaire qui en fait exprime l'accélération en fonction du temps. Donc, c'est l'accélérogramme si vous voulez. C'est une analyse réelle et exacte du séisme, donc Time History Analysis. Et puis, on a la méthode spectrale que nous, on va utiliser, qui exprime l'accélération en fonction de la période. Donc, c'est un spectre basé sur une analyse approximative. D'accord? Donc, si je dessine un peu à quoi ressemble mon spectre, disons, ça va ressembler à ça, évidemment. Et il y a plusieurs spectres, évidemment, c'est pas le même. Tout dépend du type de sol et puis de la zone sismique. Donc, il y a plusieurs paramètres qui vont m'aider à déterminer le spectre de réponse sismique. D'accord? Imaginons que maintenant, je viens mettre pour la période T1, je viens la mettre, disons, sur l'axe des X, et puis je viens lire la valeur associée, donc qui est en fait l'accélération, disons, A1. Pour le spectre T2, pareil, je viens lire, disons, je suis là, et puis je viens lire la valeur de A2. Et puis pour le mode 3, je viens lire, pareil, la valeur de A3. D'accord? Et donc, je vais avoir pour chaque mode une accélération A1, A2, A3, A4, etc. Imaginons que pour le mode 1, j'avais une forme, donc ça c'était, disons, mon bâtiment que je représente comme ça, avec une sorte de console ou bien un porte-à-faux. Et puis, je vais mettre ici quand même 3 dessins. Et puis, on va dessiner un peu les modes qu'on obtient, donc les formes, donc d'exemples des formes qu'on peut obtenir lors d'une analyse modale. Imaginons qu'avec le premier mode, j'avais obtenu une forme qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le mode 1, donc pour lequel on a trouvé l'accélération 1, et puis on a trouvé évidemment la période. Pour le mode 2, imaginons qu'il ressemble à ça, par exemple. Par exemple, ça va être donc le mode 2, et puis on utilise l'accélération 2. Et pour le mode 3, imaginons que c'est quelque chose comme ça, par exemple. Et donc là, ça va être le mode 3. Et puis avec l'accélération 3. Donc on est venu trouver, donc pour chaque période, l'accélération associée à chaque mode. Et donc vous remarquez bien que plus la période augmente, plus le A diminue. L'accélération diminue. Ça veut dire que le bâtiment devient flexible. Donc bâtiment flexible, ça veut dire la charge sismique est faible. Donc plus le bâtiment est rigide, ça veut dire que la période est petite et que la charge sismique va augmenter. Vous voyez que là, le plateau, c'est la zone la plus dangereuse. Donc normalement, elle est comprise entre 0,2 et 0,8 secondes. Donc ce sont les bâtiments les plus sollicités en sismique. Et ceux qui ont de très grandes périodes sont flexibles et donc déterminés par les charges de vent. Comme par exemple les immeubles tours qui sont déterminés par le vent parce que les accélérations sur le spectre deviennent très faibles. Donc c'est le vent qui devient déterminant dans le cas de ces bâtiments. Donc au final, pour chaque mode, il y aura le calcul, moment M1, effort tranchant M1, force F1, déplacement D1. Donc il va y avoir tout ça pour tous les nœuds, tous les éléments de notre structure. Et là aussi, je vais avoir un M2, V2, F2, D2, etc. Et pareil pour le mode 3. Donc M3, V3, etc. Évidemment, on va pas quand même, si on a par exemple 20 modes, on va avoir 20 moments, 20 efforts tranchants, 20 forces, 20 déplacements au niveau de chacune de la structure. Donc ça devient énorme. Donc ce qui se passe après, c'est ce qu'on appelle une combinaison quadratique. Ça veut dire qu'on vient calculer un seul moment qui va être égal à quoi? À radical de le M1 du mode 1 au carré plus le M2 du mode 2 au carré plus le M3 du mode 3 au carré, etc. Pareil pour le V, pareil pour le F, pareil pour le D. Et donc, on va avoir une seule valeur qu'on va considérer. Et évidemment, c'est une valeur qui n'a pas de signe parce que vous remarquez bien qu'on est venu élever le tout au carré. Donc, j'ai pas de signe, j'ai pas de plus ou de moins. On considère que c'est plus, évidemment. Et puis, c'est un effort, ou bien, ce sont des valeurs scalaires. Ce ne sont pas des vecteurs. Donc, on va devoir faire ça pour la direction X et pour la direction Y. Donc voilà un peu une explication de ce qui se passe en termes de l'analyse sismique. On verra dans la séance, dans la leçon prochaine, comment on spécifie, plutôt on choisit les paramètres de l'analyse sismique sur